toutes et tous et à ceux qui nous ont rejoints. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui, pour votre connexion à ce webinaire. Euh, on va démarrer. Donc, je suis Lucille Boudet, je suis chef de projet à Codatu, notamment en charge des activités de l'association en Amérique latine et Caraïbes. Et donc, pour ce webinaire, je vous invite à éteindre votre micro pendant la présentation et quand vous ne prenez pas la parole. Et je vous invite aussi à indiquer dans le chat, si vous le souhaitez, votre nom et votre organisation. Comme ça, on saura qui est présent et depuis où vous vous connectez. Euh, donc, on est ensemble pour une durée de 1 heure et demie. Dans un premier temps, je vais présenter notre travail à Codatu pour établir ces recommandations pour réussir un projet de transport par câble dans les villes du Sud. Puis, on aura un temps d'échange par la suite avec l'ensemble des participants. Donc, d'abord, pour vous donner quelques éléments de contexte. Pourquoi Codatu a travaillé sur ce sujet assez spécifique? C'est que depuis Codatu, on a observé ces dernières années de plus en plus de projets ou de pistes de projets dans les villes qu'on accompagne, donc sur les territoires des villes du Sud, des pistes de projets de transport par câble. On a reçu aussi beaucoup de questions sur ce mode-là. Donc on a vu qu'il y avait un intérêt, mais aussi beaucoup de questions autour de ce mode. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on réponde d'une certaine manière à ça. Le transport par câble, donc initialement, il a plutôt été développé euh, plutôt à but touristique, notamment dans les stations de ski en Europe. Euh, mais ensuite, il a été aussi développé en milieu urbain. Et je pense que c'est notamment en Amérique latine qu'on a vu naître ce mode-là, le transport par câble, comme transport public et comme mode capacitaire dans un réseau de transport en milieu urbain. Et notamment la ville un peu phare, c'est Medellín qui a développé ce mode-là, mais il y a aussi de nombreux exemples aussi en Amérique latine. Donc c'est de cette région du monde où on tire pas mal de retours d'expérience qu'on va mettre en valeur ici aussi dans cette présentation et dans les échanges qu'on aura. Euh, donc, il y a ces exemples-là. En Amérique latine, il y a encore des nouveaux projets qui se mettent en place pour venir compléter des réseaux déjà existants, des nouvelles lignes qui se mettent en place à La Paz en Bolivie, par exemple, ou il y a un projet aussi à Soacha, dans la banlieue de Bogota, en Colombie. Et on voit aussi dans d'autres régions du monde, dans d'autres villes du Sud, des projets de transport par câble qui émergent. En Afrique ou à Madagascar, on en parlera aussi. Il y a un projet qui rentrera bientôt en exploitation dans la capitale. Et en Asie aussi, je peux mentionner Ulaanbaatar, la capitale de la Mongolie, où il y a un projet de transport par câble. Donc voilà, on voit qu'il y en a de plus en plus ici et là. Et généralement, cette technologie, elle est inexistante dans de nombreux pays. Et donc, il y a une certaine méconnaissance de la part des acteurs locaux sur les caractéristiques et sur le fonctionnement d'un transport par câble. Donc, c'est devant ce constat que Codatu a voulu donner une réponse. Et cette réponse, en fait, c'est celle pour nous de sensibiliser et former nos partenaires des villes du Sud à ce mode de transport, le transport par câble, pour que ces projets qui soient initiés, ils soient réussis. Et réussis, ça veut dire que ces projets soient vraiment complémentaires et intégrés au système de transport dans sa globalité. Et donc, pour établir des recommandations et former et sensibiliser nos partenaires du Sud, on a créé un groupe de travail à Codatu pour capitaliser sur les expériences de transport par câble et transmettre ces éléments à nos partenaires. Donc, c'est ce qu'on présente, c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui. Et dernier élément aussi de contexte d'introduction, vous verrez dans cette présentation le sigle TPC. Il correspond à transport par câble. Donc, c'est un sigle qui est visuellement, utilisé. Donc, voilà, vous le verrez, ne vous étonnez pas, vous le verrez dans cette présentation. Euh,
Donc, pour ceux qui ne connaissent pas forcément Codatu, très rapidement, nous sommes une ONG internationale qui promeut la mobilité urbaine durable dans les villes du Sud. Nous sommes une association avec différents membres nos membres représentent l'ensemble des acteurs qui travaillent dans le secteur de la mobilité urbaine. Donc, on travaille aussi bien avec les acteurs du secteur public. On voit là nos membres du secteur public en bas à gauche, qui représentent aussi bien le niveau national, ça peut être des ministères, ou le niveau local, des collectivités. On travaille également avec le secteur privé. Donc là, c'est ce que vous voyez au centre, les professionnels des transports avec lesquels on travaille, donc aussi bien des constructeurs que des exploitants ou encore des bureaux d'études qui travaillent sur ces sujets. On travaille aussi avec le secteur académique. C'est les acteurs que vous voyez en haut à gauche, donc avec des universités ou des centres de recherche. Et on travaille aussi avec des ONG, des associations que vous voyez là en bas, et également avec un ensemble d'experts et de bénévoles qui nous appuient et nous accompagnent sur nos activités. Donc pour appuyer les villes du Sud dans l'amélioration de leur mobilité urbaine, dans la formulation de leur politique de transport, on leur propose différentes activités, des coopérations avec d'autres villes, des échanges d'expériences, des formations, des publications, des conférences internationales ou encore on réalise des projets pilotes avec eux. Donc, on est une association, je pense, assez unique avec une démarche originale parce qu'on réunit l'ensemble de ces acteurs qui travaillent sur le même sujet, mais qui parfois n'ont pas l'habitude de beaucoup interagir. Et donc, voilà, on travaille avec tous ces acteurs-là pour accompagner les villes du Sud en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Et, donc, le transport par câble dans les villes du Sud, comme je vous le disais, à Codatu, on a identifié des enjeux liés à ce mode de transport, voilà, où il y a des projets, des pistes de projets, un intérêt qui émerge sur le transport par câble. Il y a, mais en même temps, on observe une certaine méconnaissance encore de ces technologies qui est nouvelle dans de nombreux pays. Donc, il y a besoin d'orienter et de fournir des recommandations aux acteurs locaux. La solution, enfin, le transport par câble peut être une solution attractive dans le contexte des villes du Sud. On comprend vraiment ça parce que le transport par câble est un mode de transport aérien guidé. Et dans le contexte des villes du Sud, où on observe une forte urbanisation, avec l'implantation de quartiers informels dans des zones assez enclavées et une certaine faiblesse d'infrastructures routières, on peut rapidement pencher pour une solution aérienne pour pouvoir connecter ces quartiers-là. Et c'est vrai que le transport par câble peut désenclaver des quartiers et améliorer la mobilité. Mais il faut avoir une certaine vigilance parce que ce mode, donc comme je vous le disais, il est assez nouveau en milieu urbain et c'est vraiment important de bien comprendre, de bien le cerner et de comprendre les défis de son implantation pour choisir ce mode quand il est pertinent et ensuite assurer la réalisation de ces projets et assurer la réussite de ces projets. Donc pour ça, face à ça, à Codatu, on a vu la nécessité de développer des recommandations à destination de nos partenaires dans les villes du Sud. On a formulé donc des recommandations qui couvrent l'ensemble des enjeux, aussi bien ceux de la gouvernance, de la planification, du financement d'un projet de transport par câble, mais aussi les enjeux d'exploitation et maintenance, qui peuvent être plus techniques, etc. Et donc là, je vous ai mis deux photos d'exemples de transport par câble qui aujourd'hui sont en exploitation et ont déjà plusieurs années d'opération. Il s'agit du transport par câble de Saint-Domingue, qui est la capitale de la République dominicaine, où là, on voit que le système permet de survoler un fleuve qu'on aperçoit, c'est le fleuve Osama, qui traverse la capitale dominicaine. Et donc, le transport par câble permet d'accéder à une autre partie de la ville, de l'autre côté du fleuve, et d'accéder en partie à des quartiers populaires aussi qui sont dans cette zone-là de la ville.
Et à droite, on a le transport par câble de Bogota, qui, lui, permet de relier les quartiers situés dans une colline en hauteur au reste de la ville, qui est plutôt située dans la vallée. Donc là, voilà, on a deux contextes de transport par câble, l'un pour survoler un fleuve et l'autre pour accéder à des quartiers en hauteur situés sur une colline. Et là, c'est à Bogota, le quartier de Ciudad Bolívar qui est connecté par ce câble-là. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter les recommandations, je voulais vous dire voilà, comment on a réalisé ce travail à Codatu. Donc ces recommandations ont émergé, enfin ont été euh, formulées dans le cadre d'un groupe de travail qu'on a organisé qui a réuni les membres de Codatu qui ont une expertise sur le câble. Des membres qui parfois pouvaient être concurrents sur les marchés. Mais là, c'était vraiment une réflexion collective qu'on a menée pour voir quelles étaient les recommandations principales et essentielles à fournir aux villes du Sud. On a également invité l'AFD qui était présente, l'Agence française de développement, qui est un partenaire stratégique de Codatu. Et donc, on a réuni nos membres parce que euh, moi, Lucille Boudet, en tant que chef de projet à Codatu, je n'ai pas une expertise spécifique sur le transport par câble, mais les membres de Codatu, s'ils l'ont. Donc, je pense que c'est ce qui fait la force de Codatu, c'est son réseau, le fait qu'on puisse s'appuyer sur notre réseau pour aller chercher cette expertise et ensuite la mettre en valeur et la diffuser. Donc, on a réuni divers acteurs du secteur pour rassembler différents points de vue et établir une liste de recommandations exhaustives depuis les défis techniques, économiques, institutionnels et sociaux. On a traité voilà, l'ensemble de ces défis-là, de la conception jusqu'à l'exploitation d'un transport par câble. Donc voilà, on avait aussi bien des architectes que des ingénieurs, mais aussi des industriels ou des exploitants qui ont participé à notre groupe de travail. C'était vraiment des experts passionnés par ce sujet qui étaient présents, donc c'était très intéressant. Et peut-être juste une mention, c'est qu'il y avait peu d'universitaires qui ont participé à notre groupe de travail. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a noté et voilà, qu'on essaiera aussi d'améliorer pour la prochaine fois. Euh, donc avec ce groupe de travail, on a compilé les retours d'expérience de chacun et on a préparé des recommandations pour les villes du Sud. On a fait ça dans un format assez dynamique et productif. C'est donc 4 visios d'1 heure et demie une fois par mois, de novembre 2024 à février 2025. Puis cette production, ces recommandations ont été validées par le comité des sages de Codatu en mars 2025. Ce groupe de travail était animé par donc une équipe interne, moi en tant que chef de projet, Nicolas Bonvalet de Street Architecture en tant que bénévole de Codatu et Martin Jolin qui était stagiaire à Codatu et qui a appuyé aussi donc l'animation et l'organisation de ce groupe de travail. Donc là, vous avez une image d'un de nos groupes de travail. Je pense que Codatu est vraiment un acteur pertinent pour organiser ce type d'activité, réunir ses acteurs, mener ses réflexions, parce que notre rôle là, à Codatu, donc, c'est d'animer ce débat et ensuite de consolider les différents apports pour produire une publication des recommandations à destination de nos partenaires dans les villes du Sud. Tout ça dans un but de pédagogie et d'information et non pas en aucun cas à but commercial. Donc ce groupe de travail a été une réussite et on pense à renouveler l'expérience sur d'autres sujets. On a évoqué récemment en interne à Codatu l'éventualité de faire un groupe de travail sur l'échange de bonnes pratiques entre l'Amérique latine et l'Afrique. On a eu de plus en plus de demandes ces derniers temps dans ce sens, notamment des partenaires africains qui souhaitaient en savoir plus sur les systèmes BRT en Amérique latine, où il y a encore d'autres sujets, mais notamment celui-ci. Donc voilà, on pense au second semestre de cette année, éventuellement organiser un groupe de travail sur ce sujet-là. On vous tiendra au courant. Mais pour l'instant, on parle du transport par câble. Vous avez ici le sommaire de notre publication qui s'intitule Recommandations pour réussir un projet de transport par câble dans les villes du Sud.
voilà, de l'introduction à la conclusion, avec 9 recommandations que je vais vous expliquer. Mais avant ça, je voulais revenir un court instant sur ce que j'ai mis en gras ici, qui est une étape préalable et essentielle à tout projet de transport par câble. Et avant même de lire ces recommandations, il faut d'abord se poser la question, est-ce que le transport par câble est pertinent sur mon territoire si je projette d'en faire un. Parce que le transport par câble, c'est une réponse à l'absence de solution simple au sol. En effet, le transport par câble, il permet de donner une solution à une coupure urbaine, une forte pente, ou de survoler une zone dense ou une zone où il y a un sol fragile. Mais en aucun cas, le choix du transport par câble doit se faire à cause de l'encombrement des voies au sol. C'est-à-dire qu'il ne faut pas céder à la pression des modes motorisés parce que toujours le prisme de la mobilité urbaine durable est celle de donner d'abord la priorité à la réorganisation et le rééquilibrage des usages de la voirie. C'est-à-dire donner sa place au transport public, à la voiture, aux piétons, au vélo, aux motos, etc. Donc voilà, ça me semblait important de rappeler ça euh, et de se poser cette question avant d'entrer dans les recommandations. Et toujours, de toute façon, la validation, la confirmation du choix d'un transport par câble doit résulter aussi d'études de chalandise pour estimer la demande du mode et d'envisager aussi le report modal que ce mode-là pourrait permettre. Et il s'agit aussi, grâce à ces études, de définir les caractéristiques du transport par câble selon donc, les besoins qu'on a identifiés et l'offre qu'on souhaite mettre en place. Il y a des technologies de transport par câble qui sont différentes au niveau de la fréquence, par exemple, des capacités de cabine qui vont être différentes, une longueur qui est toujours adaptable, enfin, qu'il faut définir. Le nombre de stations aussi est à définir et va être très important voilà, pour définir le mode qu'on souhaite mettre en place, quel quartier on souhaite desservir, va beaucoup influer le coût du projet aussi. Donc il y a tous ces aspects-là à penser et définir. Et aussi, il y a un autre aspect qu'on voulait vous partager, c'est que souvent, il y a la tentation de la comparaison des modes de transport. Quel est le mode le plus capacitaire? Quel est le mode le plus cher? Quel est le mode le moins consommateur? Enfin, on a souvent eu cette question-là et on voulait vous dire vraiment que la comparaison est souvent risquée et imparfaite parce qu'elle dépend du contexte. Euh, les coûts, déjà, enfin, les coûts sont différents selon chaque pays, les coûts de main-d'œuvre, les coûts de matériaux, enfin, vont être différents sur chaque territoire. Donc voilà, on ne va pas comparer et présenter vraiment là un tableau comparatif, mais on peut quand même donner un petit peu, disons, des généralités que, par exemple, les avantages en général du transport par câble est que c'est un mode qui va être moins consommateur de foncier qu'un autre parce qu'il est plutôt aérien. Sa construction va être relativement rapide par rapport à d'autres modes et peut-être moins coûteuse. Et c'est un mode donc voilà, qui est propre parce qu'il fonctionne à l'énergie électrique. Et pour ce qui est des limites du transport par câble, on pourrait énoncer que c'est en général un mode moins capacitaire qu'un mode ferré euh, et qu'il y a des enjeux d'acceptabilité sociale assez fortes en général liés au câble, notamment liés au survol, qui est quelque chose qui est craint par les habitants. Voilà, une fois qu'on a répondu à cette question préalable et qu'on a bien pris en compte cet élément-là, on peut se pencher sur les recommandations. Donc là, nous avons 9 recommandations qui couvrent l'ensemble des enjeux de la mise en place et de l'exploitation d'un transport par câble. Ce sont des recommandations générales pour orienter les décideurs et les techniciens, mais en aucun cas, ça ne remplace des études détaillées. C'est toujours important de le rappeler.
Donc maintenant, je me lance dans voilà, pour vous énoncer les 9 recommandations et vous donner un petit peu d'éléments sur chacune de ces 9 recommandations. La première est celle liée à la gouvernance. Il s'agit d'identifier et de coordonner les parties prenantes. Il s'agit en fait d'assurer une gouvernance claire et de communiquer sur le projet. Donc ça, bon, c'est commun à tous les projets de transport, mais aussi là, pour un projet de transport par câble, il faut dans un premier temps identifier les acteurs qui seront impliqués, concernés par ce projet, donc aussi bien les autorités locales, voire nationales si elles sont impliquées, les constructeurs du projet, les habitants, évidemment, les associations de riverains, et aussi, donc là, j'ai mentionné par exemple les coopératives de transport, à savoir que dans les quartiers où les transports par câble sont implantés, bien souvent, il y a du transport artisanal qui est préexistant. Donc, il est très important de travailler avec les coopératives de transport pour les associer au processus d'élaboration du projet et de mise en place du projet. Donc, il faut établir une concertation, une coordination entre l'ensemble de ces acteurs via des comités, des plateformes de dialogue, et tout ça aux différentes phases du projet, avant, pendant et même après le lancement. Et il faut bien comprendre qui sont les habitants du quartier du projet, donc développer des études socio-économiques sexo-différenciées en amont, euh, et notamment identifier les enjeux spécifiques des populations vulnérables du quartier, notamment les enjeux spécifiques liés aux femmes qui vont avoir, enfin, beaucoup d'études le montrent, des mobilités différentes, enfin, des caractéristiques de leur mobilité qui est différente. Et voilà, et se pencher aussi sur cette question-là pour y répondre dans le cadre du projet. Ici, je vous ai indiqué une, enfin, mis une photo d'une des lignes de transport par câble à Medellín, qui est, comme je vous le disais, vraiment la ville pionnière pour avoir développé ce mode-là comme un mode de transport urbain dans une ville du Sud. Et Medellín, au-delà d'avoir implanté des lignes de transport par câble, est aussi une référence dans euh, la concertation et l'accompagnement social qui a été fait autour des projets. Ils appellent ça là-bas la gestion sociale, la gestion sociale autour des projets. Donc, chacun des projets de transport par câble a été accompagné d'un processus de concertation avec les acteurs concernés et notamment avec les habitants des quartiers. Donc, aussi bien avant de démarrer la mise en place du projet, donc plus dans la phase étude, mais aussi pendant les travaux et après le lancement pour mener une évaluation, enfin voir comment les habitants du quartier utilisent le transport, comment ça se passe. Il y avait voilà, tout un processus de concertation qui accompagne le projet, des réunions d'information sur le projet qui sont organisées, des ateliers de sensibilisation sur les travaux. Et à Medellín, ils ont développé ce qu'ils appellent là-bas la cultura metro, donc la culture métro. En fait, ça, la traduction peut-être en français serait la culture du transport public. Euh, C'est-à-dire qu'à travers différentes initiatives de différents types, les autorités locales ont développé chez les habitants une appropriation du système de transport, ce qui fait que les habitants prennent soin et sont fiers de leur système de transport et notamment de leur transport par câble. C'est quelque chose qui a été très innovant et développé donc à Medellín et aujourd'hui leur expertise en la matière sur la culture métro mais aussi sur plein d'autres sujets, la ville de Medellín l'exporte à l'international. Ils sont vraiment demandés ailleurs pour bénéficier de leurs bonnes pratiques et de leur expérience. Donc voilà pour la première recommandation. Ensuite, la seconde, elle est relative au renforcement des capacités des acteurs locaux. Donc, comme je vous le disais, cette technologie du transport par câble, elle est nouvelle dans de nombreux territoires. Et donc, c'est important de former les acteurs locaux à ça, de créer une expertise locale pour garantir la gestion efficace du transport par câble. Donc, il s'agit de développer et de fournir aux acteurs locaux des programmes de formation, des formations sur le développement d'un projet de transport par câble, mais aussi des formations plus techniques sur l'exploitation et la maintenance,
D'ailleurs, donc en interne à Codatus, suite à ce groupe de travail, on a discuté avec plusieurs membres pour voir la possibilité de développer une formation sur ce sujet à destination des autorités des villes du Sud. Donc, on réfléchit à ça. Il faut aussi mettre en place des partenariats avec des universités et des centres de recherche pour développer des solutions adaptées au contexte local et pour garantir un vivier constant de techniciens qualifiés sur ce sujet et pour aussi mener des recherches et évaluations sur le projet euh, lorsqu'il est déjà en exploitation depuis quelques mois ou quelques années. Et vous pouvez aussi donc organiser des échanges entre pairs avec voilà, échanger avec des autorités qui ont développé ce mode-là. Je pense notamment à la ville de Medellín, mais aussi celle de Bogota ou encore La Paz en Bolivie qui a développé tout un réseau de lignes de câbles. Euh, et à Codatu, donc, on organise ces échanges entre pairs sur différents sujets de mobilité et entre autres celui du transport par câble. Ça peut être des échanges en visio ou en présentiel. On organise des visites d'études chez nos partenaires. Là, vous avez l'exemple en photo d'une visite d'études qu'on a organisée sur le câble à Bogota pour une délégation de Buenos Aires, euh, où il y a vraiment donc une rencontre entre les autorités des deux villes. Et on en organise aussi dans d'autres villes, notamment sur le système de Medellín. Et on adapte donc chaque visite aux intérêts des délégations. Des visites sont plus techniques pour l'exploitation et la maintenance, et d'autres vont plutôt aborder les enjeux d'insertion urbaine et de, de développement urbain autour des projets de cap. La troisième recommandation est relative au modèle économique. Il s'agit de développer un modèle économique soutenable. Il s'agit donc de garantir la pérennité financière du projet tout en maintenant une accessibilité équitable au câble. C'est-à-dire que le ticket de transport ne soit pas trop cher, que l'ensemble de la population puisse l'acheter et utiliser le projet et utiliser le mode. Donc pour ça, la recommandation est celle de subventionner le système de transport par câble. Je sais que ce terme de subvention peut être critiqué ou faire peur dans certaines géographies des villes du Sud. J'ai travaillé beaucoup en Amérique latine et je sais que là-bas, c'est compliqué de parler de ça et c'est souvent critiqué. Mais ça a été un des principaux retours, conclusions de notre groupe de travail, c'est que toutes les expériences le montrent, et c'est que très généralement, un système de transport public efficace, efficient et avec des bonnes conditions pour les travailleurs, il est subventionné. Et c'est le cas aussi donc pour un transport par câble. Il faut de la subvention pour construire l'infrastructure, mais aussi il faut de la subvention pour l'exploitation parce que les recettes d'exploitation, elles ne sont pas suffisantes pour couvrir l'ensemble des dépenses. Donc ça, voilà, c'est important de le dire, de le mentionner, de s'y préparer, parce que voilà, c'est quelque chose qui se prépare en amont, de trouver les ressources pour ça. Et c'est essentiel pour que le système perdure dans le temps et voilà, qu'il ne soit pas défaillant et qu'il ne perde pas en qualité. Il faut également mettre en concurrence les différents constructeurs, analyser, voilà, solliciter les offres de plusieurs constructeurs et les analyser, et aussi solliciter l'appui de fournisseurs locaux pour diminuer les coûts de construction et d'exploitation. La fourniture de matériaux, la fourniture de main-d'œuvre peut être fait localement. Il s'agit là aussi de définir le type de contrat d'exploitation. Donc, il existe trois principaux, celui du PPP, du partenariat public-privé, une DSP, délégation de services publics ou l'exploitation aussi en régie, en interne. Mais en tout cas, c'est clé de définir quel type de contrat on adopte et de faire respecter les indicateurs clés de performance. Ensuite, il faut, tant qu'on le peut, diversifier les sources de revenus en proposant par exemple des activités commerciales dans les stations. Euh, Comme on l'a dit, donc les recettes tarifaires ne sont pas suffisantes pour couvrir les dépenses. C'est important de voilà, pouvoir augmenter les recettes et les diversifier avec donc de la publicité, des commerces, des boutiques qu'on propose dans les stations, aux abords des stations.
Euh, il s'agit aussi donc de promouvoir l'utilisation du transport public et du transport par câble via donc des publicités peut-être simplement, en disant voilà que l'utilisation du transport par câble c'est un mode rapide, fiable et écologique, mais aussi en mettant en place des incitations financières comme l'intégration tarifaire, qu'une personne puisse utiliser un, deux ou trois modes de transport avec un seul ticket et pour un seul tarif. Euh, donc là, on a l'exemple d'un commerce dans une station du transport par câble à La Paz, en Bolivie. Et donc la location payée par le commerçant s'ajoute aux recettes tarifaires que peut percevoir donc euh, l'exploitant ou l'autorité organisatrice de la mobilité locale. Donc ça permet donc de varier les revenus. La quatrième recommandation concerne le cadre réglementaire. Donc on l'a dit déjà plusieurs fois, mais c'est vrai que c'est des technologies nouvelles qui n'existent pas dans de nombreux pays, dans de nombreux territoires. Donc il faut adapter, mettre en place un cadre réglementaire adapté. Euh, il faut donc là créer un environnement juridique et institutionnel qui favorise la mise en œuvre et l'exploitation durable du transport par câble. Donc ça veut dire travailler à différents niveaux, adapter les textes de loi, notamment inclure des dispositions spécifiques sur le survol. Ça, c'est quelque chose de très particulier au mode du transport par câble. Les autres modes de transport ne le font pas. Là, on a un survol et en plus en zone urbaine, donc on a différentes activités en dessous. Donc voilà, il faut vraiment réglementer et cadrer ça. Et pour ça, on recommande de s'appuyer sur des standards européens établis et sur les références du STRMTG. Le STRMTG, c'est le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés. C'est l'autorité de tutelle en France sur ce sujet. Euh, donc ça a vraiment été aussi un accord entre les différents participants de notre groupe de travail. Ce n'est pas un biais français, je pense. C'est vraiment que les références internationales, enfin, sur ces sujets-là, ce sont donc les standards européens et les références du STRMTG. C'est vraiment celles qui sont exportées, qui sont utilisées dans d'autres géographies. Ce sont les plus complètes à utiliser pour les cas du transport par câble. Donc, ces références-là, elles sont disponibles en annexe à la fin de notre publication. Donc, vous pouvez y avoir accès à la fin de la publication, aussi bien celle des normes européennes que celle du STRMTG. Et il faut également sanctuariser le faisceau du câble et le surveiller. Donc là, c'est toute la zone qui est sous les cabines, disons, qu'il faut bien surveiller pour éviter qu'il y ait des activités et des constructions informelles qui s'y développent, parce que cela entraînerait des risques de collision ou d'incendie. Et il faut également donc, élaborer des règlements environnementaux adaptés, avoir des mécanismes de compensation pour l'impact sur la biodiversité et les paysages que l'implantation de transport par câble entraînera. Et là, on a l'exemple, donc encore une fois, d'une ligne de transport par câble à Medellín, où on voit un survol d'habitation. Et donc, les autorités à Medellín ont dû, au moment de la construction des premières lignes, ils ont dû adapter leur réglementation locale pour cadrer cette nouvelle infrastructure, cette innovation. Ensuite, la cinquième recommandation qu'on a élaborée est celle des besoins socio-économiques. Donc, l'importance d'analyser les besoins socio-économiques, c'est-à-dire donc, de répondre aux attentes des habitants et de maximiser les impacts positifs sur leur qualité de vie. Un projet de transport par câble est l'opportunité d'agir aussi à d'autres niveaux que celui de seulement fournir un service de mobilité. Il permet, comme enfin, je vais vous l'expliquer, vraiment d'intervenir sur le développement urbain et le développement social d'un quartier ou de plusieurs quartiers. Donc, il faut d'abord en amont réaliser des études socio-économiques pour définir les besoins locaux, définir donc, comprendre la réalité des habitants
et voir quels pourraient être les impacts de l'arrivée d'un transport par câble. C'est important aussi d'intégrer dans le projet de transport par câble des projets de développement social et urbain euh, à l'intérieur ou autour des stations du câble, donc en installant des équipements publics, des services, des terrains de sport par exemple, ou des espaces publics, des parcs. Pour ça, ça va permettre vraiment de dynamiser les zones aux abords des stations. Et donc là, on agit vraiment sur la vie de quartier, la dynamique urbaine, euh, au-delà, qui va vraiment aller au-delà de la simple infrastructure de transport. Il faut également donc promouvoir l'emploi local. Il y a des emplois qui sont créés avec l'installation d'un transport par câble, les personnes qui vont s'occuper du guichet, par exemple, des tickets de transport ou encore la sécurité aux stations. Et il est toujours préférable de former et de recruter des personnes du quartier pour favoriser une appropriation voilà, des personnes qui connaissent le quartier et favoriser l'appropriation de l'infrastructure qui vient s'implanter là aussi dans leur environnement. Euh, il faut agir pour réduire les inégalités de genre, inégalités euh, entre les personnes qui vivent dans ce quartier, donc en mettant en place des centres de santé pour que les personnes y aient accès beaucoup plus facilement. Il peut, des services de garde d'enfants peuvent être mis en place aussi, ou des bureaux pour aider dans les démarches administratives, euh, ou organiser des activités de divertissement ou, pour différents publics. Parce que souvent, ces transports par câble, ils sont implantés dans des quartiers, donc on disait des quartiers enclavés, mais qui sont bien souvent aussi des quartiers populaires. Et donc, tout l'ensemble de ces services vont permettre d'améliorer la qualité de vie de ces populations et aussi, par conséquent, de diminuer la criminalité s'il y en a. Euh, et globalement, donc, on recommande aussi de prendre en compte et de valoriser les données non quantifiables et les bénéfices non monétisables. En effet, parce que au-delà de la capacité des gens transportés dans ces lignes de téléphérique, de transport par câble, il faut prendre en compte les gains de temps pour les populations qui vivent dans ces quartiers et qui maintenant peuvent réaliser des trajets de manière beaucoup plus rapide. Il faut prendre en compte les bénéfices sociaux et environnementaux pour évaluer le projet et pas seulement prendre en compte les arguments économiques. Euh, donc voilà, et là, on a un exemple ici en photo de la station Manitas du transport par câble à Bogota, où dans le même bâtiment que la station de câble, il y a plusieurs services qui ont été implantés, notamment des bureaux, des services publics de la ville qui sont installés dans ce même bâtiment, juste à l'étage inférieur. Et il y a des animations qui sont organisées. Et là, par exemple, c'est un cours d'activité physique pour des personnes âgées qui sont organisées juste à cette station. On voit d'ailleurs le câble qui est juste derrière. Euh, voilà pour cette 5e recommandation. Ensuite, on peut passer à la 6e recommandation qui est relative à l'infrastructure et à la maintenance. Donc, il faut anticiper les besoins d'infrastructure et en maintenance pour garantir la pérennité, la fiabilité opérationnelle du transport par câble. Euh, donc, d'abord, développer des infrastructures qui soient résilientes, qui soient adaptées aux contraintes climatiques du territoire, que ce soit des fortes pluies ou de la chaleur intense. Il faut également donc standardiser les process et le matériel pour faciliter la maintenance. Ça, c'est une recommandation qu'on a identifiée. Également prévoir des ateliers mobiles ou décentralisés pour les zones éloignées. Ça permet de réduire les interruptions en cas de panne. Une recommandation qu'on a identifiée est aussi celle de maintenir une relation avec le fabricant d'origine du système de câble. Donc ça permet de garantir une qualité, une sécurité du système parce que garder cette relation, ça permet que le fournisseur, que le fabricant puisse fournir des pièces de rechange d'origine, par exemple, ou puisse donner un service après-vente de manière générale. Et il faut aussi réfléchir en amont à une possible extension de la ligne.
parce que il est compliqué de faire évoluer une ligne de transport par câble une fois que le premier axe a été construit. Donc, si vraiment on veut prévoir cette évolutivité, il faut l'anticiper. Sinon, ce sera très compliqué de la mettre en place par la suite. Et là, donc, la photo représente un atelier de maintenance du transport par câble à Cali, en Colombie. Ces cabines, ce sont des cabines de la marque Leitner, qui fait partie du groupe Poma. Et donc là, par exemple, ce groupe-là, ce constructeur peut fournir un service après-vente euh, aux autorités pour assurer une qualité et une sécurité de leur système tout au long de leur durée de vie. Ensuite, la septième recommandation qu'on a identifiée est celle de l'insertion urbaine du projet de transport par câble pour que celui-ci s'insère de manière harmonieuse dans le paysage urbain et pour maximiser son acceptabilité sociale. Donc là, il s'agit, dans le cadre de la formulation du projet, de mobiliser des compétences de paysagisme, architecture et design, et aussi bien, enfin, dans toutes les composantes du projet, aussi bien pour euh, créer, penser, imaginer les pylônes, les cabines, mais aussi les stations, l'aménagement public autour des stations. Et cela va permettre d'avoir une bonne intégration du transport, du projet, pardon, dans le territoire. On peut aussi concevoir une infrastructure qui reflète l'identité culturelle locale et le faire en collaboration avec les habitants. Cela va favoriser l'appropriation du projet. On peut aussi donc créer des espaces multifonctionnels autour des stations. C'est une station de transport, certes, mais on peut aussi associer des boutiques, des magasins, des parcs. Tout ça va stimuler l'activité économique et renforcer l'attractivité du quartier desservi. Toujours penser que finalement, l'accessibilité, elle est dans les deux sens. Les personnes qui vivent dans ces quartiers enclavés peuvent avoir accès au reste de la ville grâce aux câbles, mais les personnes qui vivent dans le reste de la ville peuvent avoir un accès facilité aussi dans ces quartiers-là. Euh, et enfin, donc, il est important de penser à aménager des espaces accessibles aux modes actifs. Donc, les modes actifs, c'est la marche et le vélo. Donc, il s'agit de mettre en place des pistes cyclables, des trottoirs élargis, euh, et, euh, et aussi donc des espaces qui ont des accès aussi qui réduisent les inégalités de genre. Euh, donc, on identifie, enfin, souvent des spécificité de la mobilité des femmes, elles sont plus souvent enfin, accompagnées ou chargées. Donc, c'est important de mettre en place des rampes, par exemple, pour accéder facilement à la station de transport par câble ou d'éviter des tourniquets qui vont être plus compliqués à franchir pour des personnes qui sont chargées ou encombrées. Donc voilà, ici, on a l'exemple d'une rampe pour accéder au câble à La Passe en Bolivie. Et ensuite, donc l'avant-dernière recommandation est celle de l'intégration au réseau existant. Je pense que c'est quelque chose d'absolument clé. Il faut intégrer le câble dans un schéma de mobilité globale et garantir l'intermodalité. Donc pour ça, en fait, il faut bien cartographier les réseaux de transport, formels et informels, pour identifier les points de rabattement stratégiques et maximiser l'interconnexion avec le transport par câble. Le plus souvent, le transport par câble, c'est un mode complémentaire. C'est un mode qui va venir mailler le réseau et connecter un quartier enclavé au reste de la ville. Donc, il ne peut pas fonctionner seul. Une ligne de transport par câble ne peut pas fonctionner seule et elle doit être connectée au reste du réseau par des pôles d'échange pour augmenter sa fréquentation. Il faut donc concevoir des pôles d'échange, des pôles multimodaux qui soient adaptés, qui soient connectés au transport de masse, à un métro, à un BRT par exemple, connectés également ce qu'on appelle les feeders, à des bus de rabattement, mais connectés aussi aux autres modes via des infrastructures de modes actifs, des pistes cyclables par exemple, et aussi penser à l'accès des taxis ou l'accès de modes de transport artisanal ces points multimodaux. Il est également important de mettre en place une intégration tarifaire et une billettique unique pour vraiment avoir un réseau intégré dans lequel le câble est bien inclus. Cela permet de faciliter le voyage le voyage des usagers. Il faut aussi porter une attention sur l'intégration du transport artisanal. On
dans ces quartiers, enfin, où on vient implanter un projet de transport par câble, ce sont souvent donc, des quartiers populaires où préalablement le transport artisanal était présent. Donc, il s'agit de bien penser cette transition. L'arrivée du transport artisanal va rebattre les cartes, pardon, l'arrivée du câble va rebattre les cartes du transport artisanal sur le territoire. Donc, il faut penser l'intégration de ce transport artisanal. Est-ce que, enfin, il doit avoir une fonction de rabattement sur le câble? Est-ce qu'il faut plutôt le réorienter vers d'autres quartiers? Euh, Est-ce qu'on peut mettre en place une intégration tarifaire, une intégration billettique avec ce transport artisanal? Ce sont des questions qu'il faut se poser tout en menant ce processus avec un dialogue social et un dialogue social voilà, soutenu avec ces acteurs-là et toujours en cherchant à minimiser les conflits d'intérêts. Et enfin, il faut donc introduire des outils numériques pour coordonner les horaires et améliorer l'expérience de l'usager, assurer les correspondances entre les modes, euh, et développer une application par exemple pour que le voyageur puisse planifier son trajet sur l'ensemble du réseau et différents modes, et utiliser différents modes de transport. Et ici, encore un très bon exemple, je le cite beaucoup, mais je crois que enfin, voilà, il est très intéressant, c'est celui de Medellín, où on a vraiment une intermodalité sur l'ensemble du réseau. Il existe une billettique, enfin une carte unique de transport qui s'appelle la carte Civica, et il existe aussi une intégration physique avec des pôles d'échange et une intégration tarifaire sur le réseau où on peut utiliser donc le câble, le métro, le tramway et les bus. Et enfin, la dernière recommandation, et ensuite j'arrêterai de parler, c'est celle qui n'est pas des moindres, c'est celle de mettre en place un système de suivi et de pilotage. En effet, ça ne s'arrête pas au lancement du projet, il faut poursuivre par la suite, il faut assurer la performance, la durabilité, la transparence du projet grâce à un suivi rigoureux et indépendant. Et pour ça, et donc, il faut impliquer les usagers dans l'évaluation avec des outils de retour d'expérience comme des enquêtes de satisfaction ou des plateformes numériques où les personnes peuvent s'exprimer. Il faut aussi établir une structure dédiée au suivi des indicateurs clés, avec des indicateurs donc, de fréquence, de sécurité, de satisfaction des usagers, de recettes d'exploitation, et ça avec des audits réguliers réalisés par un organisme indépendant. Il faut aussi donc élaborer un tableau de bord global des performances avec des indicateurs économiques, sociaux, environnementaux, pour évaluer l'impact du projet sur la ville et sur les quartiers desservis. Et il faut préparer des plans de contingence, prévoir des mesures pour gérer des interruptions imprévues liées à des catastrophes naturelles ou à des défaillances techniques. Tout ça pour garantir la continuité minimale du service. Voilà, c'était la dernière recommandation qu'on a élaborée dans le cadre de notre groupe de travail. Et pour conclure, je voudrais vraiment donc conclure sur le fait que le transport par câble est un outil de mobilité très intéressant qui peut vraiment être très très pertinent dans, dans, dans les contextes de plusieurs territoires. Et, et l'outil, le transport par câble va particulièrement être intéressant si il est intégré, enfin, il faut qu'il soit intégré au reste du réseau de transport. Donc, c'est d'une part un outil de mobilité très intéressant et d'autre part aussi un levier de transformation urbaine et sociale. Donc, comme je vous l'ai mentionné, le fait euh, euh, de mettre en place un transport par câble dans des quartiers enclavés, populaires, c'est aussi l'opportunité pour agir et développer des aménagements urbains, des équipements publics, des services publics en même temps. Euh, donc, je pense que voilà, c'est vraiment une innovation, une technologie qui est à prendre en compte, qui est à utiliser et qui peut être très intéressante et très pertinente. Toutefois, sa réussite dépend de plusieurs aspects que je vous ai mentionnés dans ces recommandations, mais là, je les résume ici en mentionnant donc qu'il faut avoir une planification rigoureuse, une gouvernance claire, une insertion urbaine réfléchie, une intermodalité optimisée, un modèle économique durable, et tout cela en prenant en compte les spécificités locales.
Donc à Codatu, nous accompagnons les villes du Sud dans l'amélioration de leur système de mobilité et notamment dans leurs projets de transport par câble. On peut donc développer, on pense à développer des formations sur ce sujet-là. On peut mettre les autorités en lien avec différents experts. Et d'ores et déjà, vous avez accès à cette publication qui est, je pense, une très bonne base pour vous orienter, pour vous sensibiliser aux enjeux de l'implantation et de développement d'un projet de transport par câble. Donc, on va vous mettre dans le chat, si vous ne l'avez pas déjà téléchargé, on va vous mettre le lien vers notre publication qui est disponible en français, mais aussi en anglais et en espagnol. Donc, n'hésitez pas à la retélécharger et la diffuser, à l'utiliser vous-même ou la diffuser autour de vous. Merci beaucoup pour votre attention. Euh, alors maintenant, avant d'ouvrir la discussion à l'ensemble des participants, je souhaitais donner la parole à quelques partenaires qui sont aujourd'hui présents, des partenaires de Codatu, des villes du Sud, qui sont présents et qui pourraient nous partager leur expérience sur leurs projets, donc qui sont des projets ou déjà opérationnels, ou en construction, ou juste des pistes de projets de transport par câble. Et voilà, je leur donnerai la parole à eux et ensuite on pourra ouvrir la discussion à l'ensemble des participants. Pour nous évoquer un petit peu les expériences colombiennes que j'ai mentionnées à plusieurs reprises, parce que voilà, c'est là où on a observé beaucoup de... Enfin, il y a de l'historique. Donc ils ont eu le temps d'expérimenter, de s'améliorer et de fournir aujourd'hui des bonnes pratiques au reste enfin, à des acteurs hors Colombie. Donc, je souhaiterais donner la parole à Matteo Gomez, qui connaît bien ces projets-là. Et, et ensuite, on pourra passer à d'autres géographies en Amérique latine. Matteo, si tu veux prendre la parole et nous partager ton expérience et ton opinion à ce sujet. Oui, déjà, merci beaucoup, Lucie, pour l'invitation et enfin, en général pour l'invitation au groupe de travail. Du coup, je vais parler d'une ville que je pense qu'on n'a pas trop vue dans cette présentation, c'est Medellín. Euh, Normalement, parce que du coup, je vais laisser de côté un peu la casquette de technicien, on va dire, et je vais parler de mon expérience parce que du coup, j'ai vécu à Medellín jusqu'à mes 23 ans. Et juste pour la petite anecdote, j'étais à l'inauguration quand j'avais 10 ans de la toute première ligne de câble à Medellín et du coup la première ligne des câbles au monde. Et j'étais un peu témoin de tout ce qui s'est passé autour des années sur la transformation urbaine de ces quartiers. Et voilà, du coup, je vais parler plus de mon expérience personnelle plutôt que des sujets techniques que je pense qu'on maîtrise tous. Et il faut savoir, juste pour donner un peu des clés de lecture sur le cas de Medellín, il faut savoir que à Medellín, on a vécu, on va dire, des vagues migratoires assez fortes, liées notamment une urbanisation de la population, qui est à la fois liée du coup, à une guerre civile qu'on a vécue en Colombie. Et du coup, ça fait que du coup, les territoires un peu plus, comment dire, inaccessibles, c'est la montagne, on va dire, à Medellín, c'est beaucoup consolidé en termes d'urbanisation et c'est consolidé plus vite que l'arrivée des services publics, dont l'arrivée des systèmes de transport. Et bon, ça crée des dynamiques sociales un peu spéciales liées à cette occupation, on va dire, informelle. Et du coup, il y avait un rattrapage à faire. Pas juste des systèmes de transport, mais un rattrapage, je dirais, une justice sociale vis-à-vis ces communautés. Et du coup, la première ligne des câbles, c'est un peu les photos que Lucie montrait pendant la présentation. Euh, c'est implanté dans un quartier qui s'appelle Santo Domingo. C'est, on va dire, l'arrondissement que s'appelle Popular 1 et Popular 2, du coup Populaire 1 et Populaire 2. Vous voyez déjà les conditions de vie et les stigmatisations vers ces quartiers. Et, euh, et du coup,
ça fait enfin, une espèce de transformation qui a été accompagnée, bien sûr. Lucie expliquait la gestion sociale et tous les programmes intégral des socialisations et des concertations. Et je voulais juste partager une expérience que j'ai vécue quand j'étais à l'université en Colombie. On a fait pas mal d'ateliers de concertation avec des habitants et des commerces autour de la dernière station Santo Domingo. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup choqué et je pense que ça résume bien l'impact social de ce type de système de transport. Il y avait une vieille dame qui me disait on s'est rendu visible pour la ville. Ça veut dire on est, enfin, on est devenu partie de la ville de Medellín. Avant, on l'était pas. Avant, on voyait la ville très loin et maintenant, on est rendu visible. Du coup, Lucie, tu disais tout à l'heure que c'était en double sens et je pense que c'est le cas à Medellín. Ça veut dire que nous, dans le centre-ville, pour nous, c'était aussi loin. Pour nous, c'était aussi inaccessible. Inaccessible en termes de transport, mais aussi inaccessible parce qu'il y avait des problèmes de sécurité, il y avait des dynamiques sociales qui empêchaient du coup le, ce partage, on va dire. Il y avait enfin, les tissus, on va dire, sociaux, c'est beaucoup dérangé autour des années, enfin, liés guerre des cartels et des conditions sociales spécifiques. Et ça a beaucoup changé l'image qu'on avait de ces quartiers. Pareil, dans le même atelier, il y avait des personnes qui disaient on mettait pas nos adresses sur les CV parce qu'on voulait pas prendre cette stigmatisation de d'où on venait. Et maintenant, il le prend avec fierté. Et il y a une appropriation à l'espace public, il y a une appropriation de son territoire qui est liée à l'infrastructure, mais qui vient pas tout seul. Voilà, c'est quelque chose qui s'accompagne, c'est quelque chose qui s'est construit ensemble. Et, euh, et voilà, du coup, cette appropriation, c'est très important pour la ville de Medellín, pour ce territoire. Et, euh, et je pense que ça change, du coup, pas seulement le réseau de transport, enfin, en termes de réduction de temps de trajet, que bah, on connaît tous, mais c'est aussi le changement des conditions de vie, d'accessibilité, pareil, pas en termes de transport, mais accessibilité aux emplois, accessibilité aux opportunités. Et voilà, du coup, je pense que parfois on oublie l'impact de nos projets de transport. Moi, le premier, on oublie parfois l'impact de nos projets de transport sur les conditions de vie et notamment sur les transports par câble. C'est assez particulier parce que on construit, enfin, on part de rien. Enfin, à Medellín, par exemple, vu enfin, la montagne, toutes les conditions naturelles, il n'y avait pas de système de transport. On partait des zéros. Et du coup, proposer un système qui rapproche les gens et qui fait ces rattrapages, je disais, ces rattrapages sociaux, on va dire, et ça change tout. Et vous pouvez, vous êtes les bienvenus, bien sûr, à Medellín, parce que je suis pas là, mais vous êtes les bienvenus. Et vous pouvez parler avec des gens et vous allez vous rendre compte de l'impact sur les petits commerces, les dynamiques urbaines, comment les gens profitent de l'espace public. C'est un sujet qui est très en retard, on va dire, à Medellín, lié à différentes raisons. Mais l'utilisation et le partage de l'espace public sur des endroits où avant on ne pouvait pas sortir, et, c'est impressionnant. Du coup, je pense qu'on a beaucoup d'illustrations sur le cas de Medellín. Je voulais juste préciser sur ces petites expériences et des gens qui ont vécu du coup toute cette transformation urbaine. Et voilà, merci pour l'invitation. Merci. Merci Mathéo pour ouais, ce retour d'expérience en tant que enfin, usager et en plus jeune, enfin voilà, habitant de cette ville qui a vu cette transformation-là, notamment grâce à ces projets de transport accompagnés de toute une dynamique voilà, sociale et urbaine qui a été ouais, enfin, très très bien gérée et initiée par les autorités de la ville de Medellín. Euh,
Ensuite, si on arrête un petit peu un peu de parler, de Colombie et d'Amérique latine et qu'on essaye d'aller, sur d'autres territoires, je voulais, donner la parole à Alioune Thiam, qui est ici, connecté depuis, Dakar, et qui, est donc l'ancien DG du CETUD et actuellement, consultant, au Sénégal. Et voilà, il me semble qu'il y a une piste de projet, disons, à Dakar, ou du moins il y a eu des réflexions, sur ce mode-là, le mode de transport par câble euh, sur ce territoire. Donc, si vous pouviez nous en dire un peu plus et au regard de ces recommandations aussi qu'on a fait là à Codatu, qu'est-ce que vous pouvez nous partager? Bonjour Lucie, bonjour tout le monde. Donc, je suis ravi d'intervenir au titre, disons, de témoin, pour parler un peu du cas de Dakar, euh, pour dire qu'effectivement, à Dakar, il y a des pistes de transport par câble avec l'autorité organisatrice qui est le CETUD, qui essaie d'impulser cela. Mais comme vous l'avez si bien dit tout au début, c'est juste des projets qui sont, disons, pensés pour quand même rectifier des problèmes qui se posent parce que Dakar, si on donne le contexte, c'est une ville qui est assez plate où il n'y a effectivement pas, sinon quelques, disons, collines, hein, les collines qui sont à l'ouest de l'agglomération, les Mamelles, donc deux collines qui sont séparées l'une de l'autre d'environ 300 mètres, hein, et qui culminent à près de 100 mètres d'altitude. Au-delà de ces collines-là, la ville est assez plate. Et donc, quand on a pensé à ces projets de transport par câble, c'était justement pour régler un problème au niveau du pôle urbain de Diamniadio, qui est une ville qui a été pensée très rapidement pour venir désengorger la capitale, Dakar. Donc, et c'est situé à environ une trentaine de kilomètres du centre-ville de Dakar. Et cette ville, nouvelle ville qui est en cours de construction, hein, voilà, d'aménagement, est traversée par une autoroute à péage qui avait été planifiée depuis la fin des années 60 et qui a été mise en œuvre au début des années 2000. Donc, c'est l'autoroute à péage qui traverse cette ville-là. Et en ce moment, il n'y avait pas cette idée de faire de Diamniadio une ville secondaire, une ville nouvelle. Donc, cette infrastructure coupe la ville en deux et donc il fallait à un certain moment penser à reconnecter parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'ouvrages de traversée et c'est comme ça que l'idée de ce transport par câble à Diamniadio a vu le jour. Mais aujourd'hui, il y a parce que face à l'urgence, hein, il y a des stades, il y a des aménagements qui traînent du monde, il fallait parer au plus pressé. Donc, des ouvrages d'art, des ponts sont en train d'être faits pour quand même connecter les deux zones et cette idée-là est de plus en plus peut-être en train de mourir de sa belle mort. Par contre, il y a d'autres idées de projets de transport par câble pour relier encore une fois au niveau du centre-ville le terminus du BRT avec le terminus du train express régional. Nous sommes au cœur du plateau de Dakar, deux zones qui sont séparées par environ 900 mètres, moins d'un kilomètre donc, et où il y avait véritablement un problème pour connecter les deux modes de transport de masse qui sont actuellement en service à Dakar, à savoir le train express régional et le BRT. Alors, on avait eu dès le début de l'étude de ce BRT-là, on voulait que ça aille à la gare de Dakar, mais l'environnement, le contexte ne permettait pas justement d'avoir suffisamment d'emprise pour y aller. Et donc, on s'est arrêté à environ 900 mètres. Et aujourd'hui, il semble qu'il y ait des idées de projets de transport par câble pour relier ces deux zones-là. Je reste très dubitatif par rapport à cela parce qu'effectivement, on est en plein centre-ville avec des immeubles et je vois très mal comment on pourrait rejoindre ces deux villes-là. Mais il y a aussi d'autres projets comme la desserte de l'île de Gorée. C'est des idées qui émergent actuellement, séparées du continent de 3 km 500. Et il y a des projets, effectivement, pour quand même mettre en place des transports par câble. Alors, pour moi,
Et je termine par ça, hein, l'idée qui pourrait peut-être nous permettre à Dakar d'avoir un transport par câble, non pas de masse, hein, mais qui pourrait rejoindre un peu les dessertes de ces pôles qui sont culturels, que sont euh, le monument de la Renaissance africaine, ou bien les mamelles de Dakar, le phare des mamelles, qui sont des zones touristiques. C'est peut-être de mettre là-bas en place des systèmes par câble qui permettraient justement de faire la jonction entre ces deux mamelles qui sont séparées d'environ 300 mètres et qui permettraient un peu aux touristes qui ne sont pas peut-être en mesure de franchir cela à pied, ou bien par d'autres modes, d'avoir ces facilités-là. Donc, ce sont les pistes actuellement qui sont en cours à Dakar et sur lesquelles les gens se réfléchissent, mais il faut dire que nous sommes dans un contexte où le transport par câble n'est pas véritablement une solution aux besoins de transport que rencontrent les populations. Voilà donc pour le témoignage que je voulais faire rapidement pour ce qui concerne Dakar. Merci beaucoup. C'est très précieux comme témoignage. C'est vrai que ça illustre, enfin, ce qu'on évoquait en début de présentation, c'est que cette idée de mettre en place, enfin, du transport par câble émerge et est tentante, disons, pour de nombreux acteurs, alors que c'est pas toujours pertinent. Et donc, enfin, l'idée de cette publication de Codetu est vraiment aussi de rétablir ces bases-là, que c'est pas dans n'importe quel contexte qu'on met en place ce mode-là. Il faut vraiment qu'il soit pertinent pour le territoire et qu'il soit intégré au reste du réseau. Et il y a aussi, donc, ce que vous mentionnez là, deux usages du transport par câble, l'usage plutôt touristique et l'usage de transport par câble comme transport public, transport en commun, qui parfois peuvent avoir les deux usages en une seule infrastructure, ou parfois c'est voilà, des projets qui sont différents. Et c'est vrai que donc là, dans cette publication à Codatu, on parle vraiment enfin, du transport par câble comme transport public intégré au reste du réseau de mobilité. Merci beaucoup pour ce retour depuis Dakar. Et ensuite, il y a une autre expérience, enfin, un retour d'expérience qu'on aimerait avoir depuis Madagascar, où il y a un projet enfin, une infrastructure même qui a été construite de transport par câble dans la capitale, à Antananarive. Et donc, si je ne me trompe pas, nous avons un représentant euh, du secrétariat d'État aux nouvelles villes et à l'habitat qui est avec nous. Euh, mais je ne sais pas. euh, Oui, je suis là. Ah, Bonjour. bonjour, Madame la directrice de cabinet. Excusez-moi, vous n'avez pas vu. Donc, nous avons avec nous la directrice de cabinet du secrétariat d'État à la nouvelle ville et à l'habitat de Madagascar, et qui suit donc notamment ce projet de transport par câble. Donc, ce serait précieux d'avoir votre retour d'expérience, même si on comprend que c'est un projet tout récent. Mais voilà, avoir un petit peu votre retour depuis Madagascar serait très précieux. Je vous donne la parole. Merci. Ok, merci Lucie. Bonjour à tous. Je pourrais pas être longue puisque je suis sur une autre réunion également, d'où l'absence d'image. Et donc pour Madagascar, je serai brève. Nous sommes en plein finalisation de la mise en place de la première ligne de transport par câble. Donc une ligne qui fait quand même 13 kilomètres et qui dessert les principales zones économiques, zones administratives, zones d'hôpitaux, d'éducation, des collèges, lycées, bon, c'est tout c'est toute une réflexion sur la zone à desservir pour faciliter la circulation, le déplacement de la population. Et c'est la zone, qu'on peut dire, une des zones les plus congestionnées de la capitale, donc d'Antananarive, qu'on a choisi. Peut-être une différence par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure dans les recommandations, que le transport par câble ne pouvant pas être justifié par en solution par rapport à la congestion de la circulation.
ce qui n'est pas le cas pour nous, puisqu'on le considère comme une alternative de moyens de transport, vu que c'est une des axes les plus congestionnés de la ville, comme je disais. Et du coup, en termes de travaux, en termes d'amélioration, il n'y a plus grand-chose qu'on puisse faire, si ce n'est que d'élargir les routes, ce qui est bon, ce qui n'est pas possible et pas recommandé également, puisque ça ne va faire qu'augmenter le nombre de véhicules qui va y circuler et qui va finalement élargir le problème également. Et du coup, c'est une autre alternative qui va se présenter à la population en complémentarité au train urbain qu'on est en train de remettre en place, puisque ça fait des années que ça n'a plus fonctionné dans la ville. Et on a le système de transport de minibus, c'est pas non plus des bus, et qui devient de plus en plus individuel maintenant avec les taxis-motos. Donc, c'est vraiment recréer ce dynamisme de transport public, de transport de masse, vu le nombre de passagers que le TPC peut transporter en une journée. Et dans ce cas-là, le nombre de véhicules qui vont être déduits de la route au moment où le câble sera fonctionnel et qu'une partie de la population choisira de se déplacer en câble. Également, par rapport à toutes ces recommandations, également, on en a discuté hier, puisqu'on a on a eu un événement avec la présence de Kodatu à Tana hier. Pour nous, la présence du câble, la volonté de l'État à mettre en place des infrastructures innovantes, modernes, vraiment pour une grande première pour Tana, ça a insufflé une certaine nouvelle dynamique au déplacement, au transport urbain à Tana, puisque avec maintenant la présence du câble qui est là, le train urbain qui est en cours de préparation, les bus qui vont être tout ça, c'est passé en même temps, puisque l'un crée l'autre et voilà, on se dit que c'est le moment, c'est un carrefour, on va dire, d'évolution pour le système de transport urbain à Tana. Même si on a imaginé plusieurs choses depuis longtemps, c'est maintenant que ça se passe. Du coup, c'est l'occasion pour nous de saisir l'opportunité, de tout renouveler, de tout mettre en place, tout ce qu'il faut, autorité ou moyens de transport plus capacitaires ou l'éducation civique qui va suivre après, toutes les mesures d'accompagnement, l'intermodalité qui va enfin se mettre en place sur Tana. Pour finir, je m'adresserai aux pays africains. Je pense qu'il y en a pas beaucoup là, mais puisque ça va être capitalisé dans le rapport de Kodatu, Madagascar donc envisage de mettre en place une plateforme des pays africains et de l'océan Indien qui ont des projets ou qui ont du transport par câble, que ce soit encore en projet, en cours ou déjà en exploitation, que l'on puisse échanger sur les challenges, sur le fonctionnement, sur voilà plusieurs des échanges d'expériences aussi par rapport aux étapes préalables, aux étapes de mise en place et surtout dans l'exploitation. Et cette plateforme va voir le jour très bientôt, puisque là, on est en train de discuter, d'approcher un à un les pays qui sont concernés ou qui sont potentiellement intéressés. Et Madagascar veut se positionner comme leader de cette plateforme, vu qu'on a quand même le projet de transport par câble le plus lent jusqu'à maintenant. Du coup, ce sera un honneur et un plaisir pour nous de pouvoir leader cette plateforme qui va réunir tous les autres pays africains et de l'océan Indien autour de la thématique de transport par câble. Voilà, merci.
Merci beaucoup pour ce témoignage depuis Madagascar et pour la transmission de ces informations. Effectivement, donc Madagascar on arrive là pionnier dans la région pour mettre en place une telle infrastructure dans un contexte urbain voilà, très dense et avec un trafic très élevé, comme vous l'avez mentionné. Bon, c'est vrai que la seule limite là de ces webinaires, c'est c'est un webinaire donc en français. Donc c'est vrai que tous les acteurs, notamment anglophones d'Afrique, ne pouvaient pas participer. Mais on tâchera, oui, en tout cas dans le réseau Codatu, dans le réseau de nos partenaires, on tâchera de transmettre cette information et de transmettre votre expérience sur ce mode-là. Il nous reste là 10 bonnes minutes, disons, pour ouvrir la discussion à l'ensemble des participants. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires sur ce qui a été dit, donc sur ces recommandations Codatu, ou pour aussi partager des expériences d'autres territoires. On peut maintenant ouvrir le micro. Donc, Basile Hassan depuis Hanoï, apparemment, je vous donne la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, je l'ai mis dans mon titre. Donc, je suis à Hanoï et je représente la région Île-de-France dans le cadre d'une coopération décentralisée entre la région Île-de-France et la ville d'Hanoï. Je suis là pour recueillir des expériences qui pourraient servir aussi à mes collègues. Il y en a certains à Madagascar, mais donc ils doivent être au courant, mais également en Europe de l'Est, en Ukraine, à Yerevan, en Arménie, donc des territoires, des régions qui n'ont pas forcément été cités dans le cadre de votre présentation. Je serais intéressé de voir s'il y a des projets qui se font en Asie ou en Europe, donc ailleurs qu'en Amérique latine et qu'en Afrique. J'ai cru comprendre qu'à Hanoï, la question d'un TPC s'était posée il y a quelques années, mais apparemment la technologie n'était pas encore assez mûre et il y avait des projets de ponts sur le fleuve Rouge qui permettaient voilà, de relier les deux berges et donc de réduire la fracture liée au fleuve. Maintenant, dans le cadre de mon travail ici, je suis pas sûr qu'on puisse mettre la question du câble sur la table. Au cas où ça pouvait se faire, je voulais avoir des armes pour pouvoir vendre le câble. J'avoue que je suis un petit peu dubitatif. J'ai pas mal de questions qui pourraient sûrement trouver des réponses avec un Rex assez approfondi ou des retours d'expérience, des études de cas sur des territoires où il y a du câble. Et en gros, mes questions, c'était est-ce que vous avez des retours d'expérience qui contrastent un peu avec les propos de Matteo? Je comprends que à Medellín, ça a été très bien accueilli et il y a une super acceptabilité. Mais est-ce qu'à l'inverse, on a des exemples de TPC qui n'ont pas fonctionné de par leur fréquentation, donc en termes de rentabilité financière? En termes d'acceptabilité, parce que peux comprendre que ça permet de rendre attractif et de désenclaver certains territoires. Mais à l'inverse, est-ce qu'il n'y a pas un effet câble à l'image de l'effet tunnel où en fait les gens qui sont pas les quartiers qui sont pas desservis directement mais qui sont traversés par ce câble connaissent peut-être une dégradation du cadre de vie, je sais pas, avec du vis-à-vis. Ça, c'est des choses qu'on a pu voir avec le projet de câble là au sud de Paris, à Créteil. Il y a quelques critiques là-dessus. Donc voilà, c'était surtout sur ça. Est-ce qu'on pourrait avoir, j'imagine que dans votre travail, vous avez sûrement à fouiller un peu sur tout ce qui se passait. Et donc voilà, s'il y a de la documentation complémentaire, ça serait super intéressant. Et, euh, et une petite remarque, une autre question et une remarque.
Est-ce que je m'adresse à toutes les personnes qui connaissent le câble, est-ce que on peut imaginer que le câble soit une solution de mobilité urbaine qui désenclave, etc., mais aussi une vocation touristique? J'imagine qu'on s'adresse à des populations différentes, mais je ne sais pas. Au Vietnam, par exemple, il n'y a qu'un câble qui est à Da Nang, la troisième ville du Vietnam. Il est touristique, hein, mais il est assez prisé par voilà, donc ça peut peut-être apporter aussi un revenu complémentaire. Et donc voilà, est-ce que touristique, vocation touristique et sociale, d'utilité publique, est-ce que ça peut se faire? Et ma dernière remarque, c'est est-ce que le câble ne détourne pas des problématiques qui se passent au sol? Est-ce que dans les endroits où on a développé du câble, ok, on parle d'alternatives, mais ça sous-entend qu'il y a des choses qui se sont faites au sol avec une amélioration du cadre de vie, donc au sol, pas dans les airs ou uniquement aux stations. Donc voilà, c'est pas mal de questions et de remarques qui, où- qui pourraient trouver des réponses dans des études complémentaires. Merci Merci beaucoup. En tout beaucoup, cas, c'était Basile. super intéressant. Merci. Merci pour toutes ces questions et ces remarques. On va peut-être pas pouvoir y répondre en détail, mais en tout cas, on peut en rester en contact aussi pour partager de la documentation, des contacts par la suite. Peut-être juste une réponse, hein, que je pensais peut être intéressante. Oui, il y a eu des mauvaises expériences aussi, des projets qui ont échoué. Euh, je pense enfin, notamment à un projet à Rio, au Brésil, et euh, les les enjeux, enfin les causes de cet échec étaient liées notamment à enfin, une concertation assez absente, donc pas d'acceptation des habitants de ces quartiers, une mauvaise intégration au reste du réseau et une concurrence du transport artisanal au sol. Donc, bon, ça fait écho à toutes les recommandations qu'on fait là. Il faut regarder ce qui se fait vraiment au sol et voir le transport qui existe déjà. Est-ce que c'est possible de l'améliorer? Là, en l'occurrence, il y avait le transport artisanal. Est-ce que c'était possible peut-être de travailler là-dessus d'abord? L'intégration au reste du réseau, il fallait mettre en place des pôles intermodaux. Il fallait vraiment sensibiliser, concerter le projet auprès des populations locales. Ce qui n'a pas été fait et le projet a échoué. Il me semble qu'il y a peut-être encore les pylônes qui sont présents, mais plus du tout de cabines qui opèrent dans ce quartier-là aujourd'hui. Euh, donc bon, ça c'est un échec assez flagrant, mais qui est assez révélateur par rapport aux recommandations qu'on fournit. Et pour quand même laisser la parole aux autres personnes, je vais faire intervenir donc elle a dit Diaou, et puis on peut rester en contact, Basile, pour les autres éléments. Elle a dit si vous souhaitez intervenir. Allez-y, vous pouvez ouvrir votre micro. Lucille, tu Euh, m'entends? oui, oui, bah, donc elle a dit n'intervient pas, donc Bruno, Oui, tu peux juste donc une petite information intervenir. sur Rio. Là, effectivement, c'est un projet très intéressant parce qu'il est près d'un grand marché, près d'une gare, mais c'est surtout pour des raisons de sécurité qu'il a été arrêté. Mais il me semble qu'il est de nouveau mis en service. Alors pour Mendelin, c'est un exemple. Tout le monde devrait, tous les archi-urbanistes, transporteurs devraient aller à Medellín voir comment le maire a transformé une ville qui était quand même très très compliquée en un exemple de développement urbain et des transports. J'avais une question. Est-ce qu'il y a un représentant de Cotonou qui est là avec nous? Voilà. J'ai terminé. Merci. D'accord, merci. Bonjour. Bonjour, oui, allez-y. Voilà, bon, c'est Elhaj Ibrahim Diaw. Je suis avec M. Alun Thiam dans le cabinet d'études EcoAccess. Voilà, je voulais juste intervenir, en fait, compléter voilà, certaines informations par rapport au contexte d'Afrique de l'Ouest, spécifiquement concernant la ville de Bamako, où on voit des collines, les collines du pouvoir
et les collines du savoir. Donc, je me disais que, voilà, il y aurait possibilité, en fait, de mettre en place ces projets de transport par câble pour essayer de relier les deux communes. Reste à savoir, en fait, si euh, il faudra au préalable, comme vous le dites, faire des études pour voir exactement s'il y a, il y a un potentiel, en fait, de faire, comment dirais-je, transporter les personnes pour desservir les deux communes. Maintenant, après, dans le cadre de ma recherche, toujours dans la ville de Bamako, je vois comment la ville est divisée en deux par le fleuve du Niger. Et il n'y a que trois ponts qui permettent en fait de relier les deux zones. Bon, pour moi aussi, il peut y avoir possibilité également de, voilà, de mettre en place des projets de transport par câble pour relier les deux zones qui sont, comment, qui permettent de faire les échanges centralité et périphérie en fait. Donc, on a la rive gauche où on trouve l'essentiel des infrastructures et des emplois, et la rive droite où on a une zone résidentielle. Donc, ne serait-ce qu'avoir ces trois ponts, il y a un énorme, comment dirais-je, problème de mobilité entre ces deux zones. Donc, mettre en place ces genres de projets pourrait permettre en fait d'améliorer la mobilité urbaine dans la capitale malienne. Voilà, c'est l'intervention que je voulais faire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc c'est vrai que je connais pas bien ces géographies. Il y a donc mes autres collègues au siège de Codatu qui les connaissent davantage et qui doivent connaître davantage ces territoires-là. Mais ce que vous nous mentionnez là est intéressant et comme vous le dites, c'est toujours important. Déjà d'avoir une première lecture de ce qui se passe, comme vous le faites là, au regard des recommandations qu'on a pu formuler, de voir si ça pourrait être pertinent et s'il y a un besoin. Et ensuite, effectivement, de voir l'opportunité de financement pour élaborer des études d'opportunité et voir si on pourrait aller plus loin dans la formulation et la structuration d'un tel projet. Mais merci pour ce retour depuis l'Afrique de l'Ouest. On arrive à la fin du temps de notre webinaire. Donc voilà, si J'avais personne peut-être plus qu'une Oui. question, peut-être une remarque à formuler ou un élément de réponse par rapport à l'intervention de Basile tout à l'heure. Donc effectivement, il me semble que la possibilité de combiner du tourisme et du transit, c'est une piste, sans doute, puisque ça, c'est aussi une manière de financer le transport, hein. On l'a répété plusieurs fois, le transport public, il faut le financer. Ça, c'est incontournable. Ce que j'ai observé lorsque j'ai tenté de recenser, et je tiens à saluer d'ailleurs l'ensemble des contributeurs de la base remontée-mécanique.net, puisque c'est un peu grâce à leur travail aussi que l'on a pu nous documenter finalement ce retour d'expérience, en tout cas l'illustrer hein, dans le rapport. On constate qu'en Asie, effectivement, il y a quand même pas mal de transports par câble qui sont disponibles, mais plutôt tournés vers des resorts, vers des motifs ludiques et touristiques. Pour autant, pour certains d'entre eux, si je ne me trompe pas, alors je n'ai pas la référence exacte, mais je sais qu'il y en a à Singapour, on en trouve en Malaisie également, on en trouve en Chine. Pour certains d'entre eux, il semble qu'ils remplissent aussi une fonction de transport public, c'est-à-dire qu'ils sont ouverts, y compris à des gens qui ne sont pas forcément les clients des complexes qui sont desservis. Donc c'est un petit peu le système de Vegas où on va dire que ça va être plutôt les resorts qui vont sans doute financer une partie de cette ligne. Moi, je trouve que ça peut être intéressant parce que ça permet de faire éventuellement converger, de mutualiser une infrastructure. Donc, une idée à retenir sans doute. Et par contre, je n'ai pas bien compris le dernier point que vous avez soulevé sur la question de l'amélioration au sol. Est-ce que vous pouvez préciser la question qu'il y avait derrière? Merci pour ces éléments. Et je vois dans le chat qu'il y a Monsieur Debano qui a aussi des exemples à Tbilissi. Et sur ma remarque
sur est-ce que ça détourne pas le problème de ce qui se passe au sol. C'était est-ce que il représente pas il n'est pas là aussi à titre d'innovation et je sais pas, c'est un emblème d'une ville au lieu vraiment d'utilité urbaine où on viendrait modifier le profil de la voirie, enfin où on viendrait euh, faire de l'aménagement urbain au sol et améliorer les conditions de vie sur tout un axe et tout un itinéraire plutôt que aux stations où on vient récupérer les gens par câble. D'accord, oui. Donc la question, c'est est-ce que cet investissement, il se fait pas au détriment effectivement de l'investissement qu'on pourrait porter sur l'espace C'est public? ça. Alors, Mm. ça renvoie aussi un petit peu au débat qu'on avait tout à l'heure avec l'intervenante du cabinet de Madagascar. Effectivement, on peut aussi voir ces solutions aériennes comme des alternatives qui sont proposées pour lutter aussi contre la congestion. Il y a un moment donné, ça dépend un peu comment on regarde le sujet. Mais de manière générale, en transport public, on a toujours deux modalités. Soit on profite du transport public pour refaire l'espace public, c'est ce qu'on appelle le tram à la française, par exemple, lorsqu'on parle du tram. Mais on peut très bien faire du LRT sans forcément refaire du façade à façade, sans refaire totalement l'espace public. Nous, ce qu'on a souhaité souligner avec Lucille dans ce travail, c'est effectivement l'accompagnement qui peut être fait sur des espaces publics pour que la couture puisse se faire et que le projet ait une utilité sociale autour de lui, quoi. C'est un peu là-dessus qu'on Mm. veut mettre l'accent. Et on a quand même observé que dans les cas de figure, alors il y a des cas de figure d'intégration très violentes hein, dans certains Mm. contextes, très, très techniques, très, très routières. Et puis on a au Mm. contraire des exemples quand même où il y a eu un vrai travail très fin sur l'espace public. Donc c'est plutôt ça qu'on souhaite mettre en avant. Ok. Ben, merci. Est-ce que je peux utiliser la référence que vous avez donnée, remontermécanique.net, pour avoir des infos complémentaires sur. Ouais, Bien Oui, sûr, alors tout ouais. à fait. Ça, c'est Enfin, un site qui est accessible en ligne. Je pense qu'on doit le retrouver dans notre document. Lucille, tu peux oui, peut-être. il est dans les références ok, d'accord. à la Ok, fin de la enfin, publication et c'est un site en libre accès, donc oui, bien sûr, ouais. ok. Et Jean-Charles Crochet, avant de clore ce webinaire, je vous donne la parole pour que vous interveniez. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. J'interviens peut-être un petit peu tard. Euh, bon, Lucie, d'abord, je voudrais vous féliciter hein, pour pour le rapport, parce il est très spécial ce rapport, hein. Il est très court euh, et il est très clair, très concret, très précis, hein. Et pour moi, c'est un bon exemple. Euh, on est à une époque hein, où on est submergé par ces rapports de consultants qui font 150 pages avec tout un verbiage, des rapports qui sont littéralement illisibles hein, et qui gênent véritablement la compréhension de tout le monde. Donc, ce petit rapport hein, qui est précieux hein, est absolument excellent, hein. Pour moi, c'est un modèle. Bon, ceci étant dit, il y a un aspect du rapport qui me semble avoir besoin d'être développé, hein. C'est tout ce qui a trait aux éléments économiques et opérationnels. Euh, alors, parce que finalement, on a du mal à bien percevoir les choses. Moi, il me semble que le transport par câble, c'est quand même un transport très spécial, c'est un transport de niche, hein. Au bout du compte, c'est un transport qui a une capacité très faible, hein, peut-être 2000 passagers par heure et par direction. Et pour cette capacité faible, il a un investissement qui est élevé, hein, peut-être, je n'ai pas les chiffres précis en tête, mais 10 millions d'euros par kilomètre. Euh, donc on a quelque chose de très spécial. Bon, en même temps, ce sont des projets très ciblés et qui apportent des bénéfices énormes à la population qui en profite. Donc, d'abord, ça ne peut pas être des projets en général, hein, dans 99% des cas, peut-être Madagascar c'est différent, mais ça ne peut pas être des projets qui atténuent la congestion, tout simplement parce qu'ils ont une capacité qui est trop faible, premièrement. Et puis, deuxièmement, ce sont des projets qui me semblent fondamentalement injustes. C'est-à-dire que dans un pays en voie de développement où les capacités d'investissement sont tellement limitées, hein, on a tellement peu d'argent pour
améliorer les systèmes, et on va mettre tout son argent dans quelque chose qui va bénéficier une partie très réduite de la population. Donc ce sont des projets fondamentalement injustes. Donc tout ça, alors peut-être que mes réflexions sont inappropriées, je ne sais pas, j'aimerais voir des chiffres, bien sûr, mais il me semble que tout ça, il faudrait le développer dans le chapitre qui traite des questions économiques. Voilà, merci. Merci beaucoup, Jean-Charles. Effectivement, c'est vrai que c'est un choix fort que d'implanter un transport par câble dans un territoire voilà, enclavé et qui va avoir un impact sur une population assez ciblée et pour un coût assez conséquent, surtout si on considère tous les coûts liés à l'aménagement urbain, à l'implantation d'équipements publics, etc. Donc, merci beaucoup en tout cas pour cette réflexion et cette suggestion. On va bien la prendre en compte. Et encore une fois, c'est vrai que le fait de fournir des chiffres, on a pris la décision finalement de ne pas mettre de chiffres dans ce rapport pour ne pas tomber, disons, dans la comparaison parce que, comme je l'ai dit, voilà, c'était trop risqué et très souvent imparfait parce que chaque contexte est différent et les coûts sont difficilement et les chiffres sont difficilement comparables. Donc voilà, c'est la décision qu'on avait prise collectivement en interne à Codetu. Merci beaucoup pour votre participation, votre attention, pour tous les partages qui ont été faits pendant le groupe de travail, pendant ce webinaire, en parallèle aussi par message. Ça a vraiment été enfin, voilà, un processus très très riche avec le réseau de Codetu. Donc voilà, comme je vous le disais, on a bien vu la réussite de cette activité-là et on souhaite la renouveler sur d'autres sujets. Donc on vous tiendra au courant des prochains groupes de travail, des prochaines réflexions que Codetu va mener. Et de toute façon, à chaque fois, voilà, on diffusera tout ça et on souhaite aussi recevoir vos retours et vos expériences du terrain. Merci beaucoup et bonne continuation sur chacune de vos géographies et à très bientôt sur le réseau de Codetu.